Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes au Palais du Roi de Rome à Rambouillet. Voici le sommaire. Classé monument historique en 1995, le Palais du Roi de Rome à Rambouillet abrite le musée d'art et d'histoire. Une nouvelle exposition temporaire sur l'évolution de l'architecture des bords de mer en France est visible jusqu'au 8 mai. Un nouveau concours numérique est organisé par les archives départementales des Yvelines jusqu'au 23 avril. Les participants devront résoudre une enquête à partir de documents d'archives. Et enfin, l'artiste de renommée mondiale Jan Kopp expose ses œuvres à la Grenteria. Oui, il a aussi spécialement réalisé des installations pour le Centre d'art. Je me trouve devant le Palais du Roi de Rome à Rambouillet. C'est ici que s'est installé le musée d'art et d'histoire. Il est ouvert toute l'année en période d'exposition temporaire. Elga Rouillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée. Alors, il est installé dans la partie publique du monument. Avant de parler de ses missions, un peu d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter le passé de ce lieu ? Oui, bien sûr. Donc, le Palais du Roi de Rome, c'est un bâtiment d'époque empire qui en fait a pris la place d'un bâtiment précédent construit sous le règne de Louis XVI qui s'appelait Hôtel du Gouvernement, qui était destiné à abriter le gouverneur de Rambouillet lorsqu'il venait en séjour ici pour surveiller les travaux commandés par le roi notamment. Et donc sous la Révolution, ce bâtiment a été vendu, très abîmé. Et quand il est retourné dans le giron de l'État au début de l'Empire, en fait on a décidé de le reconstruire. Donc en réalité, on a conservé les ailes des communs, mais on a reconstruit le corps noble. Donc on l'a appelé second hôtel du gouvernement. Et la dénomination Palais du Roi de Rome s'est imposée uniquement au XXe siècle, en mémoire du fait que l'empereur l'avait offert à son fils. Voilà, le Roi de Rome, l'Aiglon. Donc le Palais du Roi de Rome. Ce bâtiment est classé monument historique, c'est ça, en 1995. Pourquoi il a été classé ? Alors il a été classé, il a d'abord été inscrit, puis classé monument historique pour la partie publique. La partie privée vient simplement faire l'objet d'un classement très récemment. Donc maintenant c'est l'ensemble du monument qui est protégé au titre des monuments historiques. Il a été classé parce que c'était un monument qui à la fois était lié à l'histoire impériale, donc c'est le seul palais, le seul hôtel particulier qui était affecté à l'usage privé de l'enfant, de l'Aiglon, du roi de Rome, puisque le projet prévu sur la colline de Chaillot n'a jamais vu le jour, d'une part, et d'autre part parce que c'était un témoin tout à fait rare de l'influence de l'architecture toscane de la Renaissance sur l'architecture française au début du XIXe siècle. Donc on est vraiment sur un moment d'histoire de l'art qui ne va pas durer très longtemps. Donc c'est cet aspect-là qui a voulu être conservé. Donc on l'a dit, il y a une partie publique et une partie privée. Nous, on va s'attarder bien sûr sur la partie publique. On l'a dit, consacrée au musée d'art et d'histoire dont vous dirigez. Qu'est-ce que l'on peut découvrir ? Alors c'est un musée municipal tout d'abord, qui présente au rez-de-chaussée les collections municipales et à l'étage des expositions temporaires. Donc par le passé, le Palais du Roi de Rome a plutôt été une galerie d'expos temporaires et puis depuis quelques années, on fait évoluer ses missions pour valoriser les collections municipales. Donc actuellement, il est encore ouvert uniquement en période d'expo temporaire, ce qui est l'héritage du passé. Mais nous allons faire de grands changements puisque durant l'été, nous allons fermer pour faire des travaux, pour faire un grand ménage, pour revoir la scénographie du rez-de-chaussée. Voilà, avoir un accrochage permanent, pérenne des collections, rouvrir les baies pour redonner de la lumière, les baies avaient toutes été occultées. Et puis quelques petites choses que le public découvrira, dont on ne lui parlera pas en avance. Et ensuite, nous ouvrirons en permanence, voilà, comme un vrai musée. D'accord, et ça, ce sera quand ? À partir des Journées du patrimoine, donc 3e week-end de septembre. Ok, très bien, on prend note. Alors en ce moment se tient jusqu'au 8 mai l'exposition Tous à la plage, ville balnéaire du XVIIIe siècle à nos jours. Elle présente la singularité de l'architecture et de l'urbanisme des bords de mer en France du XVIIIe siècle au début des années 2000. Regardez. Nice, Deauville, Arcachon ou encore le Touquet, ces villes balnéaires ont vu se développer la pratique de la villégiature au milieu du XVIIIe siècle. À l'époque réservée à une élite aristocratique, c'était plutôt un lieu de sociabilité, puis la coutume du bain de mer va apparaître.
D'abord pour des raisons, dit-on, médicales. Alors évidemment, pas du tout comme nous aujourd'hui. Donc il y a des images très amusantes de dames avec des maillots très couvrants qui sortent de leur cabine. Voilà, vraiment rien à voir avec nos petits bikinis qui sont d'ailleurs aussi évoqués dans l'exposition. Tous à la plage, ville balnéaire du XVIIIe siècle à nos jours, retrace l'architecture et l'urbanisme des bords de mer en France. Cette exposition itinérante, produite par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, est visible jusqu'au 8 mai au Palais du Roi de Rome à Rambouillet. Beaucoup d'images qui présentent les différentes pratiques des vacances en bord de mer. Dès qu'on arrive dans des périodes plus récentes, eh bien chacun peut s'y retrouver, peut retrouver l'image du village de vacances qu'il a pu voir enfant, voilà, peut rêver aussi aux grands hôtels. Des panneaux explicatifs et des vidéos illustrent notamment la mode balnéaire dans les années 1920-1930. C'est l'époque dans l'entre-deux-guerres où on commence à s'exposer au soleil. Donc il commence vraiment à avoir des vêtements dédiés à cette pratique de la plage en fait. Donc les premiers vrais maillots de bain, alors très couvrants bien sûr encore pour des questions de pudeur, mais quand même. Des ateliers pour enfants autour de l'exposition seront organisés du 25 avril au 8 mai. Au programme, reconstitution de cabines de plage ou encore création de leur propre collection de maillots de bain. Elga Rouillet, comment vous sélectionnez les expositions temporaires que vous proposez aux visiteurs ? Alors nous avons des lignes de programmation qui sont définies en accord avec le maire et la direction de la culture, donc avec une programmation qui est assez éclectique, assez diverse pour que les habitants et les visiteurs puissent tous y trouver leur compte. Donc des expositions beaux-arts bien sûr, d'artistes vivants notamment, mais pas que. Et puis nous avons notamment également un axe de programmation qui tourne autour du patrimoine rambolitain qui est lié à la Convention Ville d'Art et d'Histoire, donc à ce projet qui est vraiment de faire découvrir le patrimoine aux habitants et aux visiteurs. Et il se trouve à Rambouillet que nous avons un important patrimoine de la villégiature, donc cette pratique sociale qui va du 19e, en tout cas à Rambouillet, du 19e à la première moitié du 20e, qui est de venir en vacances, on ne l'imagine pas, mais ce fut un lieu de vacances, de villégiature, avec des maisons très particulières, donc qui s'inspirent parfois de l'architecture balnéaire. Et donc on a voulu faire le lien et accueillir cette exposition qui est empruntée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et qui raconte l'histoire de l'architecture balnéaire, de l'architecture de la villégiature depuis le 18e à nos jours. Donc c'est une expo qui est appréciée parce qu'il y a un petit côté nostalgie, chacun y trouve ses souvenirs de vacances aussi. J'ai vu que le musée était labellisé Musée Joyeux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, le label Musée Joyeux est décerné en fait par une association qui s'appelle Montmartre et qui veut favoriser la visite du musée en famille. Donc l'association Montmartre reconnaît les musées qui font des efforts pour accueillir les familles. Alors ça passe par le fait d'offrir des petits jeux aux enfants, des petits kits de visite, des énigmes à résoudre, des enquêtes, et ce depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence et même plus. J'ai vu aussi, vous m'avez dit que le pavillon du Verger va rouvrir bientôt, qui se situe juste à côté du musée, c'est bien ça ? Oui, exactement. Donc le Palais du Roi de Rome donne sur un jardin, le jardin du Roi de Rome, et dans ce jardin se trouve aujourd'hui un petit monument, un pavillon de jardin appelé pavillon du Verger qui date du 18e, qui lui est donc antérieur. Et ce pavillon qui a été commandé par le duc de Louis XV vient de faire l'objet d'une très très belle restauration. Donc la restauration est achevée pour le monument, elle va se terminer très bientôt pour le décor intérieur. Les abords vont être requalifiés. Il y aura peut-être d'ici 18 mois, 2 ans, de nouveaux jeux d'enfants installés dans le jardin. Et ça va être très très beau. Et on ouvre début juillet. Très bien, merci beaucoup Elga Rouillet d'avoir été notre invitée, merci. Les archives départementales des Yvelines organisent jusqu'au 23 avril un nouveau concours numérique baptisé l'énigme La Dame au Faucon. Sous forme d'une enquête à résoudre, les participants plongeront dans des documents d'archives. On en parle avec la responsable chargée de développement des publics des archives départementales des Yvelines. L'énigme est un concours qui est ouvert à tous.
et c'est un concours numérique. Donc, en fait, les énigmes sont à résoudre exclusivement en ligne sur le site internet des archives. Et donc, il s'agit d'un parcours avec une série de petites enquêtes, une série de petites questions qu'il va falloir résoudre en allant chercher et en consultant des documents d'archives. Dans ce concours, en fait, il y a 2 catégories. Vous avez une catégorie grand public, qui est ouverte donc vraiment à tout joueur résident en France, et une catégorie spécifique pour les collégiens des Yvelines. Cette année, on s'est focalisé vraiment sur le Moyen-Âge et cette fameuse dame au faucon dont il va falloir retrouver l'identité. On va sur la trace de personnages qui ont réellement existé et dont on peut trouver justement l'histoire et la mémoire dans les documents d'archives. Le concours va récompenser 30 joueurs grand public et 30 joueurs collégiens. On va pouvoir gagner des tablettes, des ordinateurs, des drones. Après la mer s'est évaporée, c'est le nom de l'exposition de Jeanne Copp, visible jusqu'au 21 mai à la Grenetterie à Houille. L'artiste international présentera ses œuvres, mais aussi des installations spécialement conçues pour le Léovillois. Chaque espace amène à une découverte, une trentaine de pièces en céramique, des éponges suspendues ou des cartons d'emballage. Né en Allemagne et installé en France, l'artiste international Jeanne Copp a investi les 350 mètres carrés du centre d'art de la Grenetterie à Houille. Quand on parle du travail de Jeanne Copp, généralement, ce qui ressort tout de suite, c'est la grande variété de ses productions. Jeanne, c'est à la fois un vidéaste, c'est un dessinateur, il produit des installations, il produit des sculptures. Verrières, galeries, greniers, chaque espace de la Grenetterie est investi pour cette exposition très personnelle qui oscille entre les différents espaces-temps. Et moi, c'est vraiment cet aspect du travail de Jeanne qui m'intéressait beaucoup, puisque, alors sans être architecte, les questions d'architecture, d'espace, c'est vraiment un fil conducteur dans la carrière de l'artiste. Et il a vraiment cette capacité d'inventer, de réaliser des œuvres et des installations qui sont toujours extrêmement justes par rapport au lieu qu'il investit. Pour cette exposition baptisée Après la mer s'est évaporée, l'artiste a produit spécifiquement pour la verrière de la Grenetterie une installation poétique à partir d'éponges de mer. Il a collecté 7 ou 8 éponges de mer, c'est ce que vous pouvez voir vraiment autour de vous. Et il invite le visiteur à marquer une pause, puisque cette installation est mobile. Et en fait, en fonction des conditions climatiques, en fonction d'un système de poids et de balancier, tout ce que vous voyez autour de vous est amené à bouger, lentement ou pas. Autour de l'exposition, un parcours sensoriel est proposé pour les enfants de 6 à 36 mois. Les plus grands pourront ainsi découvrir d'autres ateliers adaptés à leur âge. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.